Le temps est un concept commun à tous, une dimension fondamentale de notre univers, tout aussi essentielle que l'espace. C'est à cause de lui qu'on arrive en retard le matin au travail, c'est lui qui définit les moments de la journée, tout comme il définit notre âge. Il rythme notre existence, gouverne les changements et marque le passage des événements. On ne peut ni le toucher, ni le sentir, ni le voir, ni l'entendre, mais nous pouvons ressentir son effet sans nous au fil des années, des mois ou des heures. En cosmologie, l'univers correspond à l'ensemble de toutes choses. Même si nous ne pouvons pas tout comprendre, nous savons que l'univers est un lieu en constante évolution. Les étoiles naissent et meurent, les galaxies se forment et se collisionnent, et de nouveaux phénomènes sont découverts régulièrement. Imaginez en fait un chef d'orchestre dirigeant un ensemble immense dans la dimension du temps, réparti sur des milliards d'années-lumière. Chaque astre correspond à un musicien jouant sa note à son propre rythme, influencé par la gravité, la vitesse et sa position dans l'espace. C'est un peu l'image que nous donne le temps dans l'univers. Einstein, avec sa théorie de la relativité, a révolutionné notre compréhension du temps. Il a montré que le temps n'est pas absolu, mais relatif. Autrement dit, le temps s'écoule plus lentement pour les objets sous certaines conditions. L'univers dans son ensemble est donc une symphonie cosmique, où le temps joue un rôle crucial, mais non uniforme. Chaque objet, chaque phénomène, chaque région de l'espace-temps a son propre tempo, dicté par les lois de la physique. Pour certains, le temps passe vite, et pour d'autres, il paraît s'écouler plus lentement. Mais est-ce que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde? Le temps a-t-il toujours existé? Comment avons-nous pu le définir? Et comment s'écoule-t-il dans l'univers? Si le temps était pour vous une notion déjà assez floue, alors préparez-vous à plonger dans la confusion. Mais d'abord, commençons par définir le temps que nous connaissons. Le temps qu'on connaît, c'est lui. C'est le temps qui s'écoule dans le monde. Quand la Terre fait un tour autour du Soleil, on dit qu'il s'est écoulé une année. C'est ce mouvement de la Terre autour du Soleil qui rythme nos anniversaires. Et peut-être d'ailleurs que c'est l'anniversaire de l'un de tes proches prochainement. Et peut-être que tu ne sais encore pas quoi lui offrir. Eh bien moi j'ai une petite idée pour toi, va voir ce que propose la marque Holzkern. C'est de là d'où provient cette montre, qui n'est d'ailleurs pas une simple montre. Regardez juste les détails à l'intérieur, c'est magnifique, elle est sublime. Holzkern, c'est une entreprise familiale fondée en Autriche et qui a désormais satisfait plus d'1 million de personnes en 8 années d'existence. En passant par les lunettes de soleil, les montres en bois, les bijoux pour hommes, vous trouverez bien votre bonheur sur leur site. Alors faut savoir que j'adore les montres, même si j'en porte pas souvent. Tout simplement parce que c'est une notion bien plus profonde. Les montres sont la représentation parfaite de l'idée qu'on se fait du temps. Chaque tic-tac sonne et résonne dans le tissu de l'espace-temps. Le temps n'a jamais eu de limite, ni de vitesse. Il est relatif et propre à chacun selon ta vitesse et la force gravitationnelle à laquelle tu es soumis. Peut-être qu'une autre personne dans l'univers porte une montre comme moi. Sauf que la sienne s'écoule plus lentement que la mienne, et je trouve ça complètement fou. Les produits de Holzkern sont confectionnés partiellement par des produits naturels et leur bois est certifié FSC, c'est-à-dire que leur bois provient d'une forêt gérée de manière à préserver la biodiversité, et ça c'est cool. Et si tu sais pas quoi offrir à ton pote, ton collègue ou un membre de ta famille, eh bien va vite voir ce que propose le site Holzkern. Et note bien que tu as 10% de réduction avec le code ZEBRODOS10 ou en passant directement par le lien en description. J'espère que t'aimeras leurs produits et que tu trouveras ton bonheur. Personnellement, j'en suis pas déçu, et merci à eux pour leur soutien, et reprenons. Le temps a toujours existé tel que l'instant qui vient, que l'on vit et qui s'en va. Ce qui représente le futur, l'instant présent et le passé. Mais les premières traces de la mesure du temps remontent à l'époque des Grecs. C'est en cherchant à le définir qu'ils ont conclu que le temps agissait de manière cyclique. Il s'agit notamment d'une idée de Platon et de Pythagore qui croyaient en un éternel retour, avec une conception du temps divisée en 3 phases, la création, le déclin et la destruction. Elles correspondent à des événements naturels. Une fois la phase de destruction terminée, le cycle reprend. Si on prend les saisons comme exemple, le printemps serait la création, avec l'éclosion des fleurs, l'automne le déclin avec la tombée des feuilles, et l'hiver la destruction, car elle ne laisse plus rien pousser. Il s'agit donc d'une vision du temps cyclique avec un processus de renouvellement et de régénération. Il ne s'agit pas uniquement de la nature, mais également par les actions de chacun. Par croire en un éternel retour implique que nos actions se répètent, et que tout finit par recommencer. C'est ce qui a amené, au sein de la société grecque, à se questionner sur le libre arbitre et à remettre en question de nombreux choix de vie. Par la suite, et bien des siècles plus tard, le temps fut défini de manière bien plus précise par Galilée. Pour lui, le temps était une variable indépendante, absolue et constante. C'est-à-dire qu'il s'écoulait de la même manière pour tout le monde. Et c'est par la suite que Newton vient appuyer ses propos quand il formule sa loi gravitationnelle. Le temps joue un rôle fondamental en tant que paramètre universel, distinct de l'espace. Il va même plus loin en illustrant le temps comme une rivière invariable et absolue qui s'écoule de manière uniforme et indépendante dans tout l'univers. Ça voudrait alors dire que le temps qui passe sur Saturne s'écoule de la même façon sur Jupiter, tout comme sur notre planète, jusqu'au fin fond de l'univers. Le temps est donc un caractère uniforme et universel qui s'écoule de la même manière partout. Et malgré une évolution de la conception du temps, la vision galiléenne reste prédominante encore aujourd'hui pour la majorité des observations que nous pouvons faire sur Terre. Ces conceptions ont donc dominé la physique classique pendant des siècles avant d'être remises en question par les théories de la relativité d'Einstein. Et ça,
C'était au début du XXe siècle. C'est alors qu'en 1905, une poignée de mathématiciens et de physiciens tels que Poincaré, Lorentz et Einstein vont bousculer notre vision du temps, notamment grâce à la relativité restreinte. Selon eux, le temps n'est pas absolu, mais il est relatif à chaque observateur. Lorsque deux observateurs sont en mouvement, l'un par rapport à l'autre, leurs mesures du temps peuvent différer. Ainsi, le temps s'écoule différemment pour chaque individu, selon la vitesse à laquelle il se déplace dans l'espace. La relativité restreinte nous apprend que l'espace et le temps sont étroitement liés, formant un continuum que l'on appelle l'espace-temps. Ça signifie que l'espace n'est plus simplement un cadre statique dans lequel évoluent les objets, mais plutôt un élément dynamique modifié par la présence de matière et d'énergie. Selon John Archibald Wheeler, un physicien et théoricien américain, en relativité générale, l'espace-temps n'est plus la scène dans laquelle se déroulent les événements. Elle devient à l'acteur. Pour mieux comprendre cette idée, il faut visualiser l'espace-temps comme une structure à 4 dimensions, avec 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. C'est donc dans ce cadre-là que l'on peut visualiser et comprendre comment le temps s'écoule pour chaque observateur. Einstein avait donc compris que la relativité du temps était la conséquence d'un seul et unique phénomène, l'invariance de la vitesse de la lumière. Pour faire simple, si vous êtes dans un vaisseau spatial à grande vitesse ou immobile dans votre canapé ou alors en orbite autour d'un trou noir, vous mesurerez la vitesse de la lumière à 300 000 km/s. Et ça, c'est obligatoire. La vitesse de la lumière est invariable. Et comment on le sait ? Eh bien en fait parce que deux physiciens, Michelson et Morley, ont fait une série de plusieurs expériences et ont démontré que la lumière se propage toujours à la même vitesse. Alors à vrai dire, ils n'étaient pas d'accord avec cette idée au début et avant de faire les expériences, mais au vu des résultats, ils ont dû l'accepter et changer leur conviction. Le génie d'Einstein en fait réside alors dans le fait d'assembler toutes les pièces du puzzle pour proposer une théorie élégante, aussi bien physiquement que mathématiquement. Pour en revenir au temps, et surtout l'espace-temps, cette vision nous permet de voir comment les objets se déplacent à travers l'espace et le temps, qui n'est plus absolu, et comment ces mouvements peuvent être influencés par la vitesse. La relativité restreinte d'Einstein a profondément changé notre compréhension du temps et de l'espace en les reliant de manière indissociable dans un continuum dynamique. Mais Einstein va même encore plus loin, parce que c'est en développant cette perception du temps qu'il finit par démontrer en 1915 que la gravité influe également sur l'écoulement du temps. C'est ce que nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant toute chose, pour comprendre la conception du temps, revenons en arrière, à un instant précis où notre univers n'était qu'un point extrêmement dense et chaud. Autrement dit, l'instant zéro. C'est à partir de ce moment que s'est déroulé un enchaînement de mouvements et de phénomènes créant ainsi une sorte de flèche chronologique. Parce que qu'est-ce que le temps sinon une succession de mouvements entraînant à chaque fois un changement. Le Big Bang représenterait alors le début de l'univers, tel que nous les connaissons. Lorsqu'on parle du Big Bang, il faut bien faire la part des choses. Il correspond à une étape de l'univers tel que nous le connaissons et non pas à sa naissance. Les mouvements qu'on peut prédire ou qui sont à venir font partie du futur. Quant au présent, il n'existe que dans l'instant où nous vivons. Un instant si court et si bref qu'il est impossible de le mesurer, car dès qu'il existe, il appartient déjà au passé. Imaginez que vous faisiez tomber votre téléphone de votre poche. Son action appartiendra déjà au passé, car dès lors que vous réaliserez qu'il vient de tomber et de toucher le sol, ce bref instant se sera déjà écoulé. Le mouvement futur qui fera place au présent sera celui de se baisser pour le ramasser. Ainsi, nous ne pouvons que définir le passé et le futur. Tout ce qu'on voit appartient au passé. Le temps que la lumière nous parvienne par exemple. À l'échelle de l'univers, nous sommes capables de voyager dans le passé, ou du moins de voir dans le passé. Pour observer des objets célestes lointains, nous dépendons de la lumière qu'ils émettent, car sans lumière, nous ne voyons que la noirceur de l'univers. Mais pour que cette lumière nous parvienne, il faut souvent compter des heures, des semaines, voire même des milliards d'années. Car pour rappel, la lumière possède une vitesse finie. Ainsi, lorsque nous observons des objets éloignés, nous les voyons tels qu'ils étaient par le passé. Pour les observer dans leur état actuel, il faudrait attendre que la lumière qu'ils émettent à cet instant précis nous parvienne. Ce phénomène est particulièrement illustré par des explosions d'étoiles. Prenons l'étoile Earendel par exemple, qui est l'une des plus éloignées de notre Terre, avec une distance de près de 12,9 milliards d'années-lumière de la Terre. La lumière que nous percevons de cette étoile a donc été émise il y a 12,9 milliards d'années. Ça signifie que notre observation de l'univers est une fenêtre ouverte sur le passé. Plus les objets que nous observons sont éloignés, plus nous regardons loin dans le temps. Et donc en scrutant les étoiles et les galaxies, nous examinons également les étapes antérieures de leur évolution. L'astronomie est une forme de voyage temporel, nous permettant de remonter le fil de l'histoire cosmique. Le temps de notre univers s'écoule depuis 13,8 milliards d'années, un chiffre qui peut sembler démesuré face à notre existence. Mais alors plutôt que de rester perplexe devant cette énormité, on peut s'intéresser à la façon dont nous avons réussi à établir une mesure du temps. Tout comme nous avons défini les années, les jours, les secondes, et même des unités de mesure de plus en plus petites et de plus en plus précises au fil du temps. Mais comment a-t-on mesuré le temps ? Tout commence par l'observation des mouvements célestes, de la Lune,
du soleil et des étoiles. C'est grâce à ces cycles réguliers basés sur des phénomènes naturels, comme par exemple l'alternance jour-nuit qui dure 24 heures, que nous avons pu diviser en minutes puis en secondes. Car une heure correspond à 60 minutes et une minute à 60 secondes. Mais vous savez pourquoi ? Eh bien en fait ça c'est grâce aux Mésopotamiens qui ont décidé de ça uniquement d'un point de vue mathématique. Ils ont découpé le temps à base de 60 parce que c'était plus simple pour diviser le temps. C'est-à-dire en fait que 60 possède plus de diviseurs que 100. On peut diviser 60 par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 et donc on a gardé ce système-là. À partir de ça on en a déduit les jours, les mois et même les années. Pour mesurer le temps, le cadran solaire a été le premier instrument. En utilisant l'ombre projetée par le soleil sur un cadran gradué, les gens pouvaient estimer l'heure approximative de la journée. Il reposait donc sur le fait qu'une journée durait 24 heures précisément. Puis après ça, les sabliers ont introduit une mesure plus précise, imposant une limite temporelle définie, par un court laps de temps. Plus tard, donc au Moyen-Âge, sont apparues les premières horloges mécaniques, marquant ainsi la naissance de la quantification de mouvement. Ça fait référence à la division du temps en unités discrètes et mesurables, c'est-à-dire décomposer le continuum du temps en intervalles définis et mesurables. Mais en arrivant à l'aube du XXIe siècle, ces mesures du temps deviennent de moins en moins précises. La Terre met en réalité 23h56 et 4 secondes pour effectuer une rotation, mais elle ralentit de 4 millisecondes par siècle. Alors c'est pas grand chose, mais c'est assez pour perturber nos mesures du temps. Sauf que la relativité du temps d'Einstein vient tout changer. Et oui, je le rappelle, le temps s'écoulant pour un corps en mouvement n'est pas le même que pour un objet immobile. La différence est faible, mais perceptible pour des mesures précises. C'est alors que le Bureau international des poids et mesures, qui est un organisme prenant des décisions sur les valeurs et les unités, a décidé que la seconde serait basée sur un phénomène immuable. Cette décision mènera à la création d'horloges atomiques qui sont actuellement les instruments les plus précis pour mesurer le temps. Ces horloges ne battent plus au rythme des mouvements de la Terre, mais au rythme de l'atome. Elles exploitent les oscillations très précises des atomes pour définir des unités de temps extrêmement petites et cohérentes. Ces horloges font appel à des principes de mécanique quantique. Mais alors pour comprendre le principe de ces horloges et comment on définit la seconde avec ça, eh bien en fait, chaque atome possède des orbites sur lesquelles un électron peut se placer. Chaque orbite d'un électron correspond à ce qu'on appelle un niveau d'énergie. Plus l'orbite est éloignée du noyau, plus l'énergie de l'électron est élevée. C'est un peu comme si l'électron se trouvait sur une marche plus haute de l'escalier. Dans chaque niveau d'énergie principal, il existe des sous-niveaux d'énergie plus fins, un peu comme des sous-marches de l'escalier. Ces sous-niveaux d'énergie sont appelés des niveaux hyper fins et ils sont causés par l'interaction complexe entre les spins de l'électron et les spins du noyau de l'atome. Les passages entre les niveaux hyper fins d'un atome de césium-133 est utilisé pour définir la seconde. Et ça, c'est parce que cette transition est extrêmement précise et stable, comme si ces sous-marches de l'escalier étaient parfaitement régulières. Et donc, une seule seconde est actuellement définie comme 9 192 631 770 oscillations entre deux niveaux hyper fins de l'atome de césium-133. Et ce, lorsqu'il est dans son état le plus bas en énergie, qu'on appelle l'état fondamental. Et donc, il s'agit à ce jour de la méthode la plus précise appliquée afin de mesurer le temps, même si de nombreux autres moyens ont existé avant elle. Ainsi, la quantification de mouvement dans la mesure du temps permet de transformer le flux continu du mouvement en une série d'intervalles définis et mesurables, ce qui est essentiel pour les applications pratiques allant de la navigation précise à la synchronisation des systèmes informatiques. Si on a tous l'impression ici que le temps est dirigé vers un sens, du passé au futur, c'est dû à quelque chose de plus commun qu'il n'y paraît, l'augmentation de l'entropie. L'entropie joue un rôle crucial dans la façon dont nous percevons et mesurons le temps. En physique, l'entropie est souvent associée au désordre ou au chaos dans un système. Plus l'entropie est élevée et plus le désordre est grand. L'impact de l'entropie sur le temps peut être illustré par le deuxième principe de la thermodynamique qui stipule que dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter ou rester constant. Ça signifie que dans l'univers, qui est un système fermé, le désordre a tendance à augmenter avec le temps. En d'autres termes, l'entropie est la mesure du désordre d'un système physique. Dans un système isolé, c'est-à-dire un système qui n'a aucun contact ou d'échange d'énergie avec l'extérieur, comme une boîte hermétique, le temps semble toujours s'écouler dans une seule et même direction, soit du passé vers le futur. C'est comme verser une goutte de lait dans du café. La goutte de lait va se diffuser et à l'échelle microscopique, les particules vont s'éparpiller, ce qui va augmenter l'entropie. Il n'existe aucun monde où le lait, une fois mélangé, va agglomérer pour reformer l'instant initial, c'est-à-dire la goutte avant d'être mélangée. L'entropie influence donc notre perception du temps en introduisant une flèche temporelle définie. Elle rend le passé différent du futur en incluant chaque mouvement en étapes consécutives. Pour l'exemple avec la goutte de lait, elle se diffusera nécessairement dans le café, donc elle se mélangera, ce qui augmentera le désordre, c'est-à-dire l'entropie. Dans ce sens, comme l'entropie augmente, on sait que le temps s'écoule du passé vers le futur. Bon, si vous n'avez pas trop compris cette partie-là,
Sachez que c'est pas non plus très grave, c'est en même temps très compliqué à comprendre. Mais pour la suite, ce sera pas dérangeant. Les travaux de Maxwell sur l'électromagnétisme ont ouvert la voie à un débat chez de nombreux physiciens concernant la nature de la lumière. Certains se sont posé la question de savoir si la vitesse de la lumière pouvait être influencée par le mouvement relatif des observateurs. Ça correspond à la manière dont deux ou plusieurs observateurs se déplacent les uns par rapport aux autres. Par exemple, si une personne se trouve dans un train en mouvement et que l'autre se tient sur le quai de la gare, eh bien leur mouvement relatif décrit comment chacune perçoit le déplacement de l'autre. Et c'est comme ça que Einstein a formulé une hypothèse révolutionnaire. La vitesse de la lumière est une constante absolue, inchangée quelle que soit la position ou la vitesse de l'observateur. En termes exacts, la vitesse de la lumière est invariante. Cette idée, c'est la base de la relativité restreinte dont on a parlé tout à l'heure, et elle a profondément modifié notre compréhension de l'univers. Alors, c'est pas un secret, on sait qu'il nous est impossible de voyager à la vitesse de la lumière. Mais si on voyage à des vitesses relativistes, donc des vitesses qui sont proches de celles de la lumière, eh bien on sait que ça aura un impact profond sur l'espace-temps, notamment en ce qui concerne notre temps et l'espace qui nous entoure. Puisqu'en fait, selon la relativité restreinte, plus un objet se déplace rapidement, plus le temps semble ralentir par rapport à un observateur immobile. Donc pour un voyageur se déplaçant à la vitesse de la lumière, le temps semble s'écouler beaucoup plus lentement que pour un observateur qui se trouve sur Terre. En plus de la dilatation du temps, la relativité restreinte prédit également une contraction des longueurs dans la direction du mouvement. Donc, pour un voyageur se déplaçant à la vitesse de la lumière, les distances dans la direction de son déplacement sembleraient être plus raccourcies par rapport à un observateur immobile. Et plus surprenant encore, voyager à des vitesses proches de celles de la lumière aurait également un impact sur la courbure de l'espace-temps. Mais pour illustrer au mieux les effets de voyager à la vitesse de la lumière sur notre espace-temps, prenons le paradoxe des jumeaux. Imaginez deux jumeaux identiques, A et B, qui sont identiques et qui ont surtout le même âge. Et ils prennent départ au même endroit dans l'espace. Supposons que le jumeau A reste sur Terre, tandis que le jumeau B entreprend un voyage spatial à des vitesses proches de celles de la lumière, vers une étoile lointaine, puis après il revient sur Terre. Quand le jumeau B effectue son aller-retour, il sera plus jeune que le jumeau A, resté sur Terre. Mais à cause du principe de relativité, du point de vue de B, c'est comme si la Terre s'était éloignée à la même vitesse puis revenue. Donc selon B, c'est le jumeau A qui est devenu plus jeune. Il y a donc un paradoxe, car selon les deux jumeaux, c'est l'autre qui devrait être plus vieux. Alors dans l'absolu, c'est logique, puisque le problème est symétrique. Il est le même selon les deux points de vue. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que la relativité d'Einstein ne fonctionne pas? Eh bien en fait, la solution au paradoxe des jumeaux réside dans le fait que les deux jumeaux ne sont pas dans les mêmes référentiels, et ce, pendant tout le voyage. Le problème est bel et bien symétrique, mais lorsque le jumeau B doit faire demi-tour pour revenir sur Terre, il subit un changement d'accélération lorsqu'il fait demi-tour. Et donc, ce qui brise la symétrie. Donc ça signifie que les deux référentiels ne sont plus équivalents, et c'est pourquoi le jumeau B, c'est que c'est bel et bien lui qui effectue le voyage et non pas l'inverse. En raison de la dilatation du temps, il revient donc plus jeune que son jumeau A, resté sur Terre. Mais comme on a pu le voir précédemment, l'univers est décrit non seulement par 3 dimensions d'espace, mais aussi une dimension de temps. Cette combinaison forme un continuum à 4 dimensions appelé l'espace-temps. C'est une représentation mathématique de l'univers dans laquelle les événements sont localisés par 4 coordonnées. Et l'espace-temps, c'est le fondement même de la relativité générale, car il fournit le cadre dans lequel la gravitation est décrite. Ces idées montrent que l'espace et le temps sont flexibles selon la masse et l'énergie qui est disposée sur l'espace-temps. Ce concept d'espace-temps et tous ces phénomènes bizarres comme la contraction des longueurs et la dilatation du temps changent notre façon de comprendre l'univers. Et tout ça grâce aux théories de Maxwell et d'Einstein. Cette théorie d'Einstein établit donc que la masse et l'énergie déforment l'espace-temps autour d'elle, influençant la trajectoire des objets qui s'y déplacent. Et donc au lieu de simplement tomber sous l'effet de la gravité, les objets suivent des trajectoires droites dans un espace courbe. Les trajectoires des objets en mouvement sont donc déjà déterminées par les courbures de l'espace-temps. On peut se représenter ces courbures par une grande masse, comme une planète posée sur un drap tendu. La planète va donc créer une courbure dans le drap représentant la courbure de l'espace-temps. Les autres objets, tels que les comètes ou les satellites, suivent des trajectoires courbées autour de cette dépression influencée par la gravité de la planète. Mais ça reste une visualisation intuitive et simpliste, puisqu'on n'explique pas vraiment comme ça la gravité. En plus, dans cette représentation, on ne définit pas la dimension du temps. Donc, elle n'est pas tout à fait vraie. Mais il existe une autre région de l'espace qui est très intrigante à observer due à sa masse extrême. Ce sont les trous noirs. Ce sont des endroits dans l'espace-temps où la courbure est si intense que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Et donc, près d'un trou noir, quand un objet s'approche, il est soumis à une force de gravité si intense due à sa courbure. La gravité devient de plus en plus forte à mesure que l'on s'approche du trou noir. Et ça peut même finir par étirer l'objet à cause des forces de marée. On appelle ce phénomène la spaghettification. Sauf qu'il n'y a pas que ça comme phénomène, il y a aussi la dilatation du temps, qui est également un effet qu'on subit à l'approche d'un trou noir. À cause de la courbure si intense de l'espace-temps, le temps semble ralentir
par rapport à un observateur éloigné du trou noir. Et ce ralentissement temporel, il est perceptible lorsque les signaux lumineux ou les ondes radio émis par des objets proches du trou noir semblent s'étirer dans le temps par rapport à un observateur extérieur. Et pour mieux observer ce phénomène, on peut imaginer une expérience très simple. Supposons qu'on place une horloge sur une sonde spatiale en orbite autour d'un trou noir, et on la compare avec une horloge qui est restée sur Terre. Après un certain temps, lorsque les deux horloges seront comparées, on pourra constater que l'horloge proche du trou noir affiche que le temps s'est écoulé moins vite que celle sur Terre. Ça signifie que le temps s'est écoulé plus lentement près du trou noir. Et cette différence dans le passage du temps montre comment la courbure de l'espace-temps causée par la gravité intense du trou noir affecte la mesure du temps. Ce phénomène connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps illustre parfaitement comment la relativité générale d'Einstein transforme notre compréhension du temps et de l'espace. En d'autres termes, la forte gravité du trou noir ralentit le temps par rapport à un endroit où la gravité est moins intense, comme sur Terre. Cette expérience souligne à quel point notre perception de l'univers est influencée par la gravité et la courbure de l'espace-temps. Et donc pour rappel, lorsqu'on se rapproche de l'horizon des événements d'un trou noir, le temps s'écoule moins vite. Et lorsqu'on se rapproche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 km/s, on observe la même chose. En d'autres termes, on a vu dans la vidéo que selon la relativité restreinte, c'est la vitesse qui influe sur la perception du temps, alors que selon la relativité générale, c'est la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire la gravité, qui modifie l'écoulement du temps. Mais alors, comment une horloge sait dans quel cas elle se trouve? Puisqu'une horloge n'a ni radar ni gravimètre, alors comment la différencier? Eh bien en fait, ces deux phénomènes correspondent à la même chose. Et pour le comprendre, imaginez-vous sur Terre. Si vous lancez une balle en l'air, elle va monter puis retomber. Et si vous la lancez plus fort, elle va monter plus haut, puis elle finira par retomber encore. Et vous vous demandez alors, quelle doit être la vitesse à laquelle je dois lancer la balle pour qu'elle ne retombe jamais? Quelle doit être la vitesse de la balle pour qu'elle s'échappe de l'attraction gravitationnelle de la Terre? Et bien si vous avez été attentif, vous avez remarqué ici qu'on a fait le lien entre vitesse et gravité. Et c'est ici que je souhaite vous amener, mais on va continuer à creuser encore un peu. Cette vitesse en question, elle s'appelle la vitesse de libération. Elle vaut à peu près 11 km/s pour la Terre. Cette vitesse dépend de la gravité de la Terre. Mais maintenant, supposons que vous êtes à la surface du Soleil, toujours avec cette balle. Étant donné que le Soleil est beaucoup plus dense et beaucoup plus massif que la Terre, il faudrait lancer la balle plus fort pour qu'elle quitte l'attraction gravitationnelle du Soleil. Dans ce cas-là, il faudrait lancer la balle à environ 42 km/s, ce qui signifie que les effets de la relativité seraient un peu plus intenses que ceux sur Terre. Mais passons à l'étape suivante. Supposons que vous réitéreriez l'expérience sur une étoile à neutrons, un astre beaucoup plus petit que le Soleil, d'environ 10 km de diamètre, mais qui a une masse 1,4 fois plus grande. La gravité y est donc beaucoup plus intense et la vitesse de libération de l'étoile est de 200 000 km/s. Les effets relativistes sont donc très perceptibles car la gravité est très intense et donc la vitesse de libération aussi. Et achevons notre expérience de pensée avec l'un des plus grands mystères de notre univers, le trou noir. Au niveau de l'horizon des événements, le temps ne paraît plus s'écouler car la courbure est intense et la vitesse de libération est de 300 000 km/s, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Et il est là, le point commun. Proche d'un trou noir, du point de vue de la relativité générale, la courbure est tellement importante que le temps est extrêmement ralenti. Mais du point de vue de la relativité restreinte, la vitesse de libération aux abords du trou noir est tellement proche de la vitesse de la lumière que le temps est extrêmement ralenti, et ce, avec la même intensité. C'est là donc deux points de vue d'un même phénomène, et ça se comprend parfaitement avec les équations de la relativité. Et donc finalement, dans le domaine de la physique quantique, le temps existe par lui-même, sans lien de causalité. Ça signifie que le temps n'est pas lié de manière simple et directe aux causes et effets, comme dans notre expérience quotidienne ou dans la physique classique. En d'autres termes, les événements quantiques ne suivent pas nécessairement une séquence linéaire de cause à effet, comme nous le avons l'habitude. Mais pourtant, le temps reste une notion difficile à saisir, autant pour nous que pour les chercheurs qui continuent aujourd'hui à étudier l'écoulement du temps au sein du monde quantique. Dans cet univers infiniment petit qui constitue chaque élément de notre réalité, de nombreuses étrangetés se produisent. Parmi elles, l'écoulement du temps est indéfini. Ça signifie que le passé et le futur s'entremêlent de façon continue, brouillant les frontières que nous connaissons. Mais comment donner du sens à un tel monde? Eh bien, le temps que nous connaissons, l'avons-nous créé ou a-t-il toujours existé? Sommes-nous la cause de l'espace-temps ou en sommes-nous simplement les observateurs? Plus nous étudions chaque élément de notre monde, et plus de questions se soulèvent. Et c'est précisément ce mystère, cette quête incessante de réponses, qui rend l'astronomie si fascinante. Chaque découverte nous pousse à reconsidérer notre compréhension de l'univers et notre place en son sein, dévoilant un peu plus de complexité et de beauté du cosmos. Et pour rappel, vous avez 10% de réduction sur tous les produits du site Holzkern, et pour ça vous avez juste à utiliser le code ZEBRODOS10 ou à passer directement par le lien en description. Et j'adore vraiment cette montre, elle est incroyable. Merci à eux d'avoir soutenu cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi, c'était ZEBRODOS. Bye.